Nosso assunto é transição energética, então On parlait de transition énergétique. Nous avons ici Petrobras, CEPEL, l'Institut Green Energy et aussi le groupe Pligo. C'est comme ça qu'on prononce? Paigo. Ghana, Petrobras, Brésil, Brésil aussi. Et à distance, nous allons écouter pour commencer le panel Enio Verri, qui est le directeur-président d'Itaipu International. Il n'a pas pu être présent, mais il a envoyé un message et nous allons pouvoir l'accompagner. Bonjour. Depuis le premier mandat, le président Lula a privilégié l'Afrique comme le grand partenaire du Brésil. Nous avons beaucoup en commun dans notre histoire et pour développer nos pays ensemble. Cette série de rencontres coordonnées par mon ami Jean Bosco fait la différence dans les opportunités, échanges d'informations et voir qu'ensemble on peut construire des pays plus justes et engagés et une planète chaque fois plus juste. Je voudrais vous remercier Jean Bosco et tous ceux qui participent et en même temps je vous demande pardon de ne pas être présent étant donné le besoin de ma présence à la COP 30. Mais je suis sûre que des rencontres comme celle-là font la différence pour nos pays et pour la vie de notre population. Un grand merci à tous. Merci au président d'Itaipu Binational Brésil-Paraguay. Malheureusement, il n'a pas pu être présent. C'est un événement. Il y a un autre événement, malheureusement, mais où gravitent beaucoup de discussions en ce moment, tout comme ici, nous discutons. Et je vais essayer d'apporter ces avis et ces impressions des personnes qui sont ici avec la perspective que cette question va continuer pour nous au Brésil avec des dédoublements non seulement ici, mais les rencontres avec les Brésiliens et les Africains. Et à partir de la semaine prochaine, à partir d'aujourd'hui, nous allons avoir des rencontres de maires à Rio de Janeiro sur cette question. C'est une question qui ne fait que commencer ici, dans cette rencontre. Je vais demander à Maria Beatriz de commencer justement parce qu'elle doit retourner à Rio de Janeiro. Alors je vais vous demander dans ce lien entre le privé et le public, en quelle situation nous nous trouvons le Brésil ici? Une prédominance naturellement, un pôle producteur d'énergie possible aussi il y a quelques années, et plusieurs années quand on pense à Petrobras et aussi à Itaipu, nous générons de l'énergie de façon renouvelable il y a beaucoup de temps. Merci beaucoup. C'est la deuxième année. J'ai l'honneur d'être ici. Je voudrais remercier le professeur Jean Bosco pour cette occasion et remercier aussi chaleureusement Fontinelli. Avant, j'ai fait très attention à tout ce qui a été dit ici et j'ai pensé beaucoup aux similitudes qui existent entre le Brésil et l'Afrique. Et quand on parle en termes d'énergie et en biodiversité, j'aimerais que vous, comme modérateur, me permettent dire quelque chose de plus dans cette conversation, c'est-à-dire quelque chose qui unit. C'est un océan d'opportunités qui s'appelle Atlantique Sud. J'étais très contente quand on parlait ici de l'économie bleue et c'est un thème que le Brésil et l'Afrique peuvent développer depuis la sécurité alimentaire jusqu'à l'énergie si on travaille notre océan Atlantique comme un patrimoine en commun à être partagé dans le sens de faire des recherches de minéraux qui existent déjà, qui sont recherchés. Il n'y a jamais eu une
recherche si grande de la biodiversité comme nous l'avons maintenant, non seulement pour la propre biodiversité, mais pour les territoires. Donc, si l'on pense à l'océan Atlantique Sud comme un territoire qui sera très, très recherché, et on devrait penser, j'allais même suggérer au professeur Bosco de faire un Brésil-Afrique, un Blue Forum, en ce sens, de travailler l'économie bleue aussi bien du Brésil que de l'Afrique, parce que les régions des côtes de tous les, des deux continents ont les mêmes enjeux, les mêmes inquiétudes. Les recherches qui sont faites dans l'économie bleue au Brésil sont en franc avancement et on pourrait les partager. On partageait avec l'Afrique et sous l'océan Atlantique, on peut arriver jusqu'à l'océan Indique. Les possibilités sont positives. L'OCDE considère que l'économie bleue jusqu'à 2030 va atteindre la case des 3 trillions de dollars, peut-être avant. C'est un potentiel énorme, aussi bien dans le secteur d'énergie, si l'on considère les perforations, le pétrole, le gaz. Et je vais un peu au-delà, parce qu'il y a une tendance qui a lieu maintenant que je considère dangereuse, c'est de mettre les data centers sous-aquatiques. Là, il y a le réchauffement des océans. Et, on peut faire un forum rien qu'avec ça. Alors, je dis ça parce que j'organise un événement à Rio de Janeiro. Vous êtes tous invités. Il aura lieu le 27 et 29 novembre et le thème de l'économie bleue occupe fortement ce terrain. J'étais très contente d'être à côté de Vanessa et qu'elle aussi s'intéresse à ça dans l'économie bleue. Bon, excusez-moi si je suis arrivée déjà avec les 2 pieds sur la porte, mais un partenariat fantastique que nous pourrions avoir, ce sont les rainforests. C'était la forêt amazonienne qui est merveilleuse. Toutes les recherches qui sont faites en Amazonie, elles pourraient être répliquées au Congo et vice-versa, par exemple. Alors, il y a une possibilité de créer une Rainforest Business School, une école d'affaires de rainforest. La quantité de transformation que l'on peut faire en partenariat aussi bien dans la biodiversité des biomes que dans cet Atlantique Sud qui mérite à être travaillé avec beaucoup d'attention. Nous avons ici déjà l'Université de l'Amazonie qui se consacre aux études que je pourrais appeler études scientifiques, universitaires, sur tout ce qui existe dans la forêt humide. Mais à côté, en parallèle, il y a le versant de l'école d'affaires avec tous les besoins de préservation sont apportés par le côté académique. Ce serait spectaculaire d'avoir tout ensemble. Je passe la parole au Caius pour que ce soit Brésil-Afrique et après on reviendra ici au Brésil. Déjà, on a eu l'occasion de partager le panel l'année dernière ou l'année précédente, je ne sais pas. Bon, là, de 2 dernières années, on l'a partagé déjà. L'univers, c'était l'année précédente. Mais quand on apporte à nouveau un intervenant de l'année précédente, ou d'il y a 2 ans, pour le fait de ce que je veux dire, c'est la même chose. Ça nous aide à comprendre l'évolution ou les chemins où on a interrompu les choses à partir de nos découvertes ici, qu'on a fait ici. Il y a quelque chose dans ce sens qui s'est passé dans cette action Brésil-Afrique au Ghana. Quelque chose que vous pouvez dire, est-ce que là on a avancé ou non, ou on a interrompu? Mais là, on a repris, on a continué, ou les choses sont encore lentes? Merci beaucoup. Je crois qu'avant, je voudrais remercier le professeur Bosco, parce que je suis très fier, parce qu'hier, je pensais que je ne serais pas là.
Mais alors, excusez-moi, parce que je ne savais pas si je venais ou non. Je n'ai pas eu le temps de tellement préparer, mais là, on voit jusqu'où on est arrivé dans notre lien et comment on connecte ces deux peuples. L'année dernière, on a discuté des opportunités pour l'industrie extractive et nous avons vu comment on peut établir des partenariats qui évoluent. Mais moi, je dis, heureusement, j'ai mon frère du Mali dans le domaine de l'aviation aérienne. Et quand on voit ce qui s'est passé en Inde, en Chine, d'ailleurs, il y a une connexion entre l'Afrique, l'Inde et la Chine. Et heureusement, ces pays occupent beaucoup d'espace en Afrique. Et la connexion entre le Brésil et l'Afrique est très intense aussi. Mais il faut avancer toujours. Il y a beaucoup de connexions culturelles entre le Brésil et l'Afrique. Les terres arables, les aliments, la production alimentaire. Mais depuis l'année dernière, on n'a pas tellement avancé de manière à avoir plus d'espace. Donc, ce qu'il faut faire, parce que c'est très bien d'avoir cette plateforme, cette union ici, ce forum, mais il faut avoir un pont qui connecte les deux peuples, les dirigeants. Parce que il y a des affaires en Afrique, il faut établir des partenariats. Et ici, c'est une plateforme qui peut faire ce partenariat évoluer. Depuis l'année dernière, on a eu beaucoup d'entretiens, des discussions, mais il n'y a pas une croissance réelle en termes d'affaires pour le Brésil et l'Afrique. Malheureusement, ces affaires diminuent. Donc, il faut voir comment les partenariats entre publics et privés peuvent être transformatrices pour faire de la croissance les prochaines années. Merci beaucoup. Bon, il faut reprendre le chemin et avancer. Maintenant, en parlant de l'énergie propre, d'abord je vais parler à Rodrigo Galvão, qui a déjà participé à ce forum, on se rappelait. Et aussi dans le même sens, comme j'ai dit, c'est intéressant de voir comment s'il y a un chemin, si on a fait un bout de chemin ou non. Si on parle sur des choses, et spécialement sur la transition énergétique, est-ce que cela peut nous unir encore davantage? Oui. D'abord, je voudrais vous souhaiter une belle journée encore. Avant d'être au CPL, maintenant Accès Énergie, j'étais à Itaipu, mais je voudrais vous embrasser comme j'embrasserais comme l'hydroélectrique d'Itaipu, avec toute cette énergie. Et je voudrais remercier aussi le professeur Jean Bosco pour cette opportunité de pouvoir parler ici. Voyons, quand on parle de transition énergétique et coopération, on a beaucoup de choses en commun, en termes non seulement de production alimentaire, mais on a des défis aussi quand on parle d'insécurité alimentaire. Moi, j'ai beaucoup travaillé pendant longtemps dans le domaine du biogaz. Et le travail qu'on a développé était bien ciblé en comment transformer certains passifs de l'environnement, indépendamment de la production, soit de protéines animales ou d'autres productions d'élevage ou agricole, en énergie. Et là, on a fait beaucoup de partenariats, beaucoup de collaborations, dont l'une très intéressante, surtout un spécial avec le Mozambique. Mais je voudrais parler d'un thème intéressant. Il y a un livre que je me rappelle, c'est pour réinventer le feu de Herbert Lev. Et c'est quand on maîtrise le feu qu'on peut arriver à des sociétés comme celle que nous avons aujourd'hui. Il dit comment
On est arrivé là, à ce point, en utilisant les combustibles fossiles. Surtout quand on regarde le Brésil, la production agricole, on voit qu'on utilise encore beaucoup de carburants fossiles. Mais il y a un sens, et ça devient de plus en plus évident que le sens c'est énergie, eau et aliments. Ces trois choses ont besoin d'une planification intégrée. Et quand on observe le secteur de la production agroalimentaire, la production agricole, il faut observer qu'au Brésil, on a eu un grand processus d'industrialisation et la croissance de la demande de l'énergie, électrique ou fossile, et l'exercice qu'on a fait pour pouvoir pouvoir fournir toute cette énergie. Aujourd'hui, avec le grand secteur électrique brésilien, avec les renouvelables, solaires, éoliennes, comment on a fait, comment on a planifié pour arriver là, avec ces matrices renouvelables et avec la vision du futur de se tourner renouvelable, de la faire durable. Donc, si on regarde ces processus de planification, et là, je veux ouvrir une parenthèse, il y a un point avec lequel on peut collaborer. Le CEPEL, qui a été créé par le groupe Electrobras, maintenant Axia, il a eu un rôle fondamental pour le développement de ces modèles énergétiques. Il a fait cette planification. Et dans ce modèle mathématique qu'on utilise pour nous préparer vers le futur, c'est un grand élément de collaboration avec l'Afrique. On a initié déjà quelques actions avec l'Angola. Aujourd'hui, tout le système, et le Brésil a un avantage parce que le secteur électrique brésilien a un réseau, un système interlié qui est un exemple de comment l'ingénierie brésilienne s'est développée. Et cette grande connaissance qu'on a développée ici pouvait collaborer avec les pays d'Afrique. Parce que les systèmes, les modèles mathématiques qui font le contrôle de ce réseau a été développé dans le satellite. C'est une technologie brésilienne. On pourrait, oui, créer des liens et voir comment on peut collaborer avec notre expérience, collaborer avec les pays africains. Oui, vous avez parlé de Mozambique, qui est un pays qui a cette guerre civile qui a fini en 92, et la ligne énergétique qui unissait le pays, le sud du pays, où est la capitale Maputo, et le reste du pays, Caorabas, maintenant, qui est une grande hydroélectrique en Mozambique, on n'arrivait pas à faire le lien jusqu'à la capitale du pays. Il a fallu par d'autres pays en dehors du Mozambique. Zimbabwe et d'autres, c'est des expériences que nous avons parce que nous avons un territoire énorme qui, il n'y a pas longtemps qu'il a été relié. Donc là, on a en fait quelque chose ce n'est pas une chose à construire, c'est quelque chose qui a déjà été développé au Brésil et qui n'est pas reproduisible intégralement ailleurs, mais soit en Afrique ou au Recife, dans le sud du Brésil. Mais c'est une expérience développée avec un mécanisme qui répond à un territoire aussi grand que le Brésil et une bonne partie de l'Afrique. Donc j'ai laissé Radamés pour la fin parce que le responsable est le gérant général de l'énergie renouvelable de Petrobras. Et nous, Brésiliens, moi, je crois, nous suivons, et récemment on a eu, il y a 2 semaines, le début de COP, la libération de l'exploitation de pétrole, le premier test pour la perforation d'un puits dans la marge équatoriale, celle au nord de l'équateur dans l'océan Atlantique.
Et je vais vous demander de nous transmettre cette expérience ici au forum. À parler de la difficulté de faire cette transition énergétique, et d'elle-même c'est déjà difficile. Passer d'un genre de matrice, de bilan, à un autre. Mais au-delà de la transition nécessaire de cette modale, il faut le faire, il faut servir à tout le monde, aujourd'hui et demain. Donc, comment vous le sentez, comme tous les Brésiliens? C'est le défi de la plus grande entreprise pétrolière du monde et du Brésil aussi. Comment faire cette transition? Il faut passer à un autre mode de production. Tout le monde en est convaincu, mais il faut faire des choses aujourd'hui et demain, on ne sait pas. Donc cette angoisse, ce n'est pas seulement à vous, mais ça doit être l'angoisse de tout le monde, d'autres pays et d'Afrique aussi. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cet événement, professeur João et d'autres, et tous ceux qui sont ici jusqu'à présent. On a l'occasion de partager avec vous un peu de ça. C'est très intéressant et en même temps, c'est une angoisse, mais c'est un défi très positif. On a eu cette autorisation récemment pour perforer le premier puits et donc on va choisir stratégiquement quel est le lieu, le territoire. On avait nos équipements déjà sur l'eau il y a longtemps et après plusieurs tournées, on a réussi à montrer notre capacité de réaction contre les accidents. Donc, et là, on a eu donc l'autorisation de le faire. Ça parle beaucoup de comment nous voyons le futur chez Petrobras. Et en même temps, ça apporte des opportunités pour le rapport Brésil-Afrique. Je vais reprendre un autre point. C'est une provocation du panel précédent. C'est le partenariat avec l'Afrique. Il ne s'agit pas seulement d'ouvrir des canaux de partage de technologie, non seulement de partager le know-how. Mais on a un exemple au Nigeria qui a été l'un de nos meilleurs actifs en offshore, où visiblement on a eu une histoire de partenariat matérialisé pour l'affaire, non seulement pour l'échange d'informations et puis techniques, mais une série de pétrolières ont plaidé pour explorer ces secteurs, mais nous avons offert plus de royalties au gouvernement là-bas. Et on a réussi à produire une huile de grande qualité au-delà de ce qu'on avait prospecté au départ. Et une production collective depuis le coordinateur africain jusqu'à nous, chez nous, avec toute la connaissance de la côte brésilienne, divisée par l'Atlantique, mais qui a des parallèles avec la côte africaine, et à partir de là faire une exploitation effective avec une entreprise européenne pourrait faire. Donc on a quelque chose de très semblable. On projette ce qui est la représentativité de Petrobras aujourd'hui et grosso modo on fournit le tiers de l'énergie primaire pour le Brésil, que ce soit pour le combustible, l'essence, le kérosène, pétrole brut, soit un électron, parce qu'on a des thermales, l'énergie thermale, et on commence dans d'autres initiatives aussi. Quand on pense à la demande énergétique du Brésil en 2030, 40, 50, pour garder cette importance de 30-40%, on ne peut pas rester inactif pour les modèles fossiles, mais en même temps, on ne peut pas les abandonner. Donc, quand on regarde le futur, on ouvre des fenêtres d'opportunités qui passent de continuer à l'exploration de ce fossile brésilien, pétrole, mais en même temps, ouvrir des opportunités pour le renouvelable
Il y a des institutions qui le font il y a des décennies. Maintenant, il y a Axia, c'est pas Electrobras, d'autres privés au Brésil, et qui passent par un partenariat bien grand avec notre agro. Et l'une des possibilités qu'on va ouvrir, que vient dire la Petrobras ici pour l'agriculture? C'est que la dernière année, on a commencé dans des domaines très proches de l'agriculture. Et parfois, on a un paramètre pour ces mêmes domaines. Il y a plusieurs éléments produits par l'agriculture, comme le soja, le maïs, avec lesquels il est possible de produire de carburant, de combustible. Et en plus, on a la possibilité que certains déchets des industries peuvent originer de biométhane. C'est une molécule de carbone, 4 d'hydrogène qui sont combinés, qu'on peut utiliser comme carburant. Donc, grosso modo, ce positionnement que nous avons chez Petrobras, c'est ce qu'on appelle de transition énergétique juste, équitable. On essaye de grandir et faire viable toutes les alternatives, toutes les options qui dépendent de l'énergie. Maintenant, l'institution au Brésil qui doit grandir. Et on a beaucoup de ponts avec l'Afrique dans ce sens. Très bien. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je vous écoutais par rapport à ce que vous avez dit. Et c'est important pour nous de faire la conversion de cette idée en une assistance pour l'agriculture. C'est très important de découvrir, d'exploiter les puits, mais il y a une chose fondamentale. Parce qu'on fait la transition vers une énergie renouvelable. Mais comment on va convertir là-bas en Afrique, où l'agriculture est de manière prédominante alimentée par les pluies, où elle est livrée au temps naturel. Et on sait qu'avec le changement climatique, l'un des grands défis pour la sécurité alimentaire, c'est ce changement climatique. Elle est réelle. Et ces derniers jours en Afrique, le mois de pluie, mois de mai jusqu'à juillet. Et quelques activités pendant ces mois. On voit que le standard des pluies a changé et même la production a changé aussi. C'est pour cela qu'il y a encore de la faim dans des pays africains, parce que beaucoup de la faim, c'est dû au fait de ne pas arriver à payer les systèmes d'irrigation et l'énergie. Et évidemment, avec ces processus d'énergie renouvelable, ça peut offrir cette possibilité aux pays d'Afrique. Donc, il faudrait faire des partenariats avec des institutions privées, brésiliennes et là-bas aussi. Parce qu'on a presque 300 jours de soleil en Afrique, donc on peut organiser et avoir ces bénéfices de l'énergie solaire. Mais cela fait possible aussi la fourniture de l'eau. Quand cela pourrait arriver pendant toute l'année, la situation de la sécurité alimentaire peut changer. Donc ces affaires entre le Brésil et l'Afrique qui pourront s'unir pour construire de politiques et provoquer une production en Afrique les prochaines années. Et là, on aura une autre discussion, non sur l'insécurité alimentaire, mais quelque chose de différent.
Ouais, tout le monde a besoin de manger, mais quelle est la connexion entre établir ce besoin et cette union? L'État, le public, le troisième secteur, le privé, comment on pourrait faire cette connexion? Je ne dirais pas si on peut le faire plus rapidement, mais de manière plus continue. Comme moi, j'ai fait très attention à ce que vous avez dit, vous tous, mais j'ai vu qu'il y a une syntonie très grande. C'est le modérateur qui le fait, peut-être, mais vous avez parlé de sans énergie, de l'eau, le sol, et vous avez parlé de comment la Petrobras s'approche de l'agro, et puis comment on fait cette union, et conduisant toutes ces initiatives en Afrique. Bon, je vais rappeler ce qu'a dit le ministre quand il a parlé des pertes, comment on peut éliminer ces pertes en produisant de l'énergie. Comme vous avez dit, en utilisant le résidu de l'agriculture, comment on transforme cette énergie, ces déchets en énergie. Et toutes ces initiatives qui existent déjà, comment on les transmet et comment on les fait avec l'Afrique, de la même manière qu'on opère ici. Et quand elle a parlé de l'alimentation scolaire, des écoles, des étudiants, c'est lié à cette souveraineté alimentaire. Je ne sais pas si vous le savez, mais le Brésil a 40 millions de déjeuners dans les écoles par jour. Par jour. C'est comme si c'était tout un pays comme l'Espagne par jour à alimenter. Imaginez l'impact que cela a. Et si on le fait incider sur la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire, si on commence à utiliser seulement cette quantité journalière, si on commence à utiliser toutes les variables jusqu'à arriver là aux pertes, cela peut exploser. Donc, je me suis éloigné de votre question peut-être, mais j'essaie de réunir tout ce que vous avez dit et ajouter un exemple que le ministre nous a donné des achats publics et de l'alimentation des écoles, pour les écoles. Ça, c'est déjà quelque chose de transformateur. J'adore ces comparaisons, comme je vous avais dit, de l'Espagne, comparée avec la population de l'Espagne. Oui, c'est une Corée du Sud, comme l'Argentine, ce sont des grandes populations qui nous aident à comprendre ce que cela signifie en termes de personnes affectées, impactées, des jeunes. Les pertes, les dommages, c'est les producteurs d'aliments pensent beaucoup à ça. Est-ce qu'il y a comment réunir ces genres de pertes et les faire quelque chose de positif pour le futur avec la technologie que nous avons? Je vais revenir à un certain point. Quand on parle de tout ça, et quand je parlais du nexus, quand on dit de l'eau, de l'énergie, des aliments, c'est qu'il faut avoir un plan plus aligné et on aura des économies plus résilientes à partir du moment où on arrive à travailler l'équilibre entre ces trois axes de manière plus organisée. Voyons, les secteurs de production d'énergie, soit-ils fossiles ou électrifiés ou électriques, pour les deux, on a besoin de l'eau. C'est évident. Quand on parle de production alimentaire, on a besoin de l'eau et de l'énergie. Et quand on parle de l'eau, je ne sais pas si vous avez cette conscience, mais les processus de traitement d'eau, de distribution de l'eau, etc., consomment une énergie très intense. Ce sont les entreprises d'assainissement des États qui ont le plus grand compte. Je vous raconte une histoire. Quand j'ai commencé à comprendre, moi je suis du nord-est du Brésil, et je ne connaissais pas la production agricole intensive qu'on fait dans le sud.
jusqu'au moment où je suis arrivé dans le sud pour travailler. Et quand on parle du biogaz, on voit que les réservoirs de l'usine d'Itaipu, là-bas on a une production de protéines animales très grande. Et le lac d'Itaipu, c'est la dimension de la Belgique. Et là, on a une production de porcins et la plus grande production de volailles. Et les processus de pollution du lac diminuaient la vie utile de l'usine aussi, dans des chiffres spectaculaires. Et on a discuté le thème du biogaz. Et on a vu qu'on avait besoin d'une politique publique d'encouragement du biogaz au Brésil. Et un grand ami, secrétaire du plan, au bureau du plan, qui a été président d'Itaipu, Altino Ventura, il a dit, mais Régis, on a besoin d'augmenter 7000 mégawatts tous les combien? Et vous parlez d'une production de 75, 150. Non, ce n'est pas un problème. Et là, on était dans le secteur électrique et on le discutait à Brasilia. Il a dit, mais il discute, il vient parler de l'électricité, de l'énergie, et il est lié à l'agriculture. Comment il fait? C'est là que j'ai vu que les choses étaient liées. Donc, on a parlé au ministre de l'Agriculture et on lui a montré l'importance de la production et d'une économie circulaire, la production agricole, en profitant le biogaz pour l'énergie électrique et le gaz, et ça a marché. Tellement, et c'est bien, que le ministre suivant, Bezerra Coelho, il a dit on a arrivé à mettre en place ce programme. Et oui, maintenant, je fais une blague pour les Brésiliens. Ici, on a quelqu'un du Pernambouc, du Nord, et quelqu'un du Rio Grande du Sud. Et bon, et tout le monde est très chauvin ici. On a 3 chauvins. Et quand je raconte cette histoire, ça montre l'importance de créer ces connexions entre les secteurs, entre les domaines, afin de discuter et de construire quelque chose de positif. Et les pertes, comme vous avez dit, qui sont importantes, et quand on parle de transition énergétique, on pense beaucoup à l'énergie renouvelable, mais ce n'est pas seulement ça. Il n'y a pas que ça. Quand on pense de transition énergétique, aujourd'hui on vit un grand problème au Brésil, c'est que on a développé l'énergie renouvelable, mais on n'a pas de système pour la distribuer partout. Il y a des horaires où on ne peut pas. Il y a un phénomène qu'on appelle la courbe du canard. Ben, je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais ça augmente. Le problème de nos hydroélectriques qui n'ont pas été projetés pour cela. Quand on pense donc à la transition énergétique, il faut penser à la planification. Donc, je suis très d'accord avec ce qu'Adaïsa dit ici. Il faut observer les opportunités qu'on a et savoir comment le faire de manière équitable, équilibrée, avec qualité, pour ne pas interférer tellement sur les prix des carburants et le prix de l'énergie, le prix final de l'énergie. Donc c'est le grand défi. C'est ce que je voudrais faire ici. Il ne faut pas que chacun fasse sa planification sans parler à l'autre. Une provocation pour Adèle, cette transition énergétique qui paraissait que le monde entier était convaincu de ce besoin d'abord à partir des études, après à partir des États, pour
arriver parfois à obtenir cette transition de façon plus rapide dans le secteur privé, mais il nous semblait que nous sommes arrivés à cette conclusion, qu'il faut faire cette conclusion. Et alors, le président des États-Unis vient ici et qu'il n'y croit pas. Hein. J'ai lu aujourd'hui que le président du Paraguay aussi ne va pas à la COP. C'est notre autre côté à Itaipú. Alors, vous voyez, dans la production d'énergie d'Itaipú binational, mais puisqu'il n'est pas là, comment on fait ce type de... On doit toujours recommencer. Mais comment? Il faut convaincre les personnes que le pétrole ne sera pas pour toujours. On a vraiment besoin des énergies renouvelables. Et il faut convaincre les gouvernements, l'initiative privée. C'est comment ça? J'aimerais que ce soit que Trump, mais je crois que j'ai quelques Trump dans mon conseil. Il faut que j'explique des choses de ce genre. Malheureusement, hein, même au Brésil, on a ça, c'est nécessaire. Et ce que l'on se rend compte, je pense que l'humanité évolue en profitant de ce que Rodrigo a apporté. Le besoin de planification est primordial. La sécurité alimentaire, disponibilité, mise à disposition énergétique, même si l'on va transiter vers un modèle plus vert ou un coût plus accessible pour que l'on ait d'une façon plus sûre, ce sont des choses qui mettent du temps. Quand je prends la décision de faire une vidéo ou par exemple de perforer un puits dans la côte nord brésilienne, je pense à 2050, je ne pense pas à l'année prochaine. Je pense au prix du pétrole en 2040, 2050 et le besoin de personnes qui ont encore besoin de consommer le pétrole. Ce que l'on doit démontrer, c'est une tendance classique que nous observons depuis la révolution industrielle. Si on prend ce qui a eu lieu en termes d'énergie les 200 dernières années, on se rend compte que les modos énergétiques elles se sont ajoutées. Et peut-être que le sud du Brésil a contribué à ça. En tant qu'humanité, la consommation d'énergie a toujours, la première forme d'énergie a toujours grandi, c'est-à-dire le bois. Et toutes celles qui elles ont été, toutes les autres qui sont venues après, elles n'ont fait qu'être ajoutées. Donc, personne n'abdique, personne donne un pas en arrière dans le confort de l'humanité. Donc, notre premier point est penser que on ne peut pas continuer de grandir et abdiquer de solutions qui nécessairement ont un impact moindre dans l'économie et dans la vie des personnes parce que la transition climatique est une réalité. Avant, on pensait que qu'est-ce qui va se passer en termes de réchauffement des océans et l'impact. C'est la première fois cette année que nous avons 2 ouragans niveau 5. Cela n'avait jamais eu lieu. Ce qui accompagne les informations récentes aux Caraïbes, cela a tendance à s'aggraver les prochaines années. Donc, c'est un défi pour ceux qui fournissent de l'énergie et ceux qui pensent à l'alimentation et tous les systèmes. Mais je voulais aussi ajouter quelque chose, que nous avons 2 moments différents. Le Brésil est une puissance en termes d'agriculture. L'on parle très peu ici de ce que moi je pense qui est l'un des plus grands bijoux que ce pays a, qui est la Embrapa, c'est-à-dire nous avons une production technologique en termes de recherche, des semences, de techniques de grains, de plantation et des pays européens. Et la Embrapa a été constituée par un groupe de Japonais qui sont venus au Brésil, qui ont traité ça comme une politique de long terme. Et aujourd'hui, nous avons des choses sensationnelles dans le pays, des courbes de productivité énormes. Et ça, c'est qu'il a permis de contenir beaucoup de l'avancée du déboisement, qui est notre plus grand problème dans la question des émissions de carbone. Ce type d'initiative, nous avons encore de l'espace pour développer en Afrique. L'Afrique n'a pas encore le niveau de productivité en termes de proportionnalité de production par hectare que nous avons au Brésil. Et ça, c'est parfaitement exécutable. Il y a des sociétés très sérieuses qui sont dirigées par des Africains qui pourraient se prendre ça en avantage. Et alors, ce serait penser aller en Afrique, fournir de la technologie et gagner de l'argent ensemble, pourquoi pas?
Parce que tout le monde va, c'est un gagne-gagne, tout le monde gagne des deux côtés. Aller en Afrique, c'est toujours bon. Je recommande beaucoup. Professeur Jean Bosco. C'est fini? Non? Non, on continue? Bon, d'accord. Non, demain, on continue. J'aimerais beaucoup remercier l'opportunité d'être ici. Et je voudrais vous dire que ceux qui ont été avant, c'était vraiment génial. Les discussions étaient très portaient beaucoup de fruits et on vous revoit demain.